qu'il y a de génial, c'est qu'en fait, ça c'est un peu le secret dans notre métier, c'est que en B2C, notre client, notre persona type, c'est le même qu'en B2B. Ça veut dire qu'en fait, en ciblant à bloc des campagnes B2C sur Facebook, Insta, tout ça, on touche du B2B, du B2C. Ça veut dire que si on a un ROAS qui nous permet d'être rentable sur du B2C, ça génère tout notre B2B gratos. Et en fait, aujourd'hui, Silver, il nous permet d'accélérer super vite sur le B2C. Et même si, toi, on est juste à l'équilibre en termes de renta, c'est quand même bénéfique pour nous parce que ça génère du B2B. Ce qu'on n'avait pas cherché avant parce qu'on faisait que la demande entrante. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier avec Marcelin Pelatte qui est le cofondateur avec sa compagne Vie de Le Beauté. On dit du beauté ou de Le Beauté ? On dit du beauté. On dit du beauté. Salut Marcelin, ça va ? Salut Laurent. Je suis très heureux de te recevoir. On a parlé de toi récemment dans un épisode que je vous recommande, chers auditeurs, avec Silver. C'est Nima qui te citait comme exemple de belles réussites de Silver. Donc on y reviendra bientôt. Bienvenue sur le Panier. Cet épisode sort le 30 juillet. C'est le dernier épisode de la saison. En août, vous aurez quelques rediffusions d'épisodes qu'il ne fallait absolument pas rater. Mais du coup, on clôt cette saison avec toi et je suis très heureux de te recevoir. Très honoré d'être là. Je suis un fidèle auditeur, c'est très bien. Du Panier. Le Beauté qui est un atelier de création à infuser, ce sont tes mots, mais tu vas nous expliquer dans une seconde ce que c'est, qui est à mi-chemin entre l'épicerie fine et la créa artistique. C'est ça. Ça a commencé, c'est hyper intéressant, comme un side project de ta compagne, de ta copine, de ta femme et toi. Et quand vous avez fait entre 30 et 40 000 euros de CA, je crois, en tant que side project. C'est ça. Vous vous êtes lancé. Là, on est à la fin de l'année 1 et vous avez fait plus de 300 000 euros et écoulé 500 000 sachets de thé, parce qu'on va parler de thé aujourd'hui, personnalisé. De sachets de thé, ouais. C'est un teaser sur l'épisode. Donc, c'est hyper intéressant les sujets qu'on va aborder et qui me passionnent et qui ont passionné les auditeurs dans le passé sur d'autres épisodes, notamment avec Florette, Côme, dont le nom de famille m'échappe, mais Côme de Florette, qui était un peu sur le même modèle puisqu'il s'est lancé aussi avec sa... Ouais, c'est vrai. C'est en les sujets qu'on va aborder sont les suivants. C'est pourquoi et comment est-ce que vous avez quitté vos emplois salariés pour vous lancer. Vous n'avez pas sauté dans l'eau sans en prendre la température. Vous avez fait des dizaines et des dizaines de tests de concept business et tu vas nous expliquer comment est-ce que vous les lanciez. Ta copine est designeuse Vie et dans la créa et toi t'es plutôt business et grosse. Ouais, sales. Donc on va aborder ces sujets. Comment est-ce que vous faisiez du test and learn sur des choses qui étaient pas forcément scalables, mais vraiment pas scalables, mais qui vous ont permis de tester le marché, de trouver justement un concept qui est intéressant et qui mêle la créa et en même temps le produit unique et beau, qui était peut-être un des moteurs qui vous a poussé à vous lancer. On va parler du sourcing, qui est pas évident parce que quand tu fais du sur-mesure en quantité modestes, même si elles sont belles pour un side project, c'est pas évident de trouver des partenaires. Ouais, surtout quand tu fabriques en France. En France. On va parler de business parce que vous êtes dans un univers qui est... Il n'y a pas de concurrence directe, mais il y a quand même un univers concurrentiel. Vous êtes deux, pour l'instant vous êtes autofinancé. On parlera un peu d'ailleurs de politique et de gestion d'entreprise, parce que quand tu es deux et que tu es en couple et que tu pars en vacances, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu laisses ta boîte ouverte ? Est-ce que tu la fermes ? Et puis on parlera de marketing et des outils. Vous étiez lancé sur Squarespace, vous êtes passé sur Shopify. Ouais, à l'origine même sur Weebly. Sur Weebly, ok. On en parlera parce que vous êtes des adeptes du no-code ou du less-code, qui est une frustration chez toi. Tu m'en as parlé en préparant cet entretien dans le passé. Mon tout premier site, je l'ai monté sur Joomla
Ok. Je sais pas, tu le connais, Julien ? Oui, Ouais. bien sûr. Et c'était dur, quoi. C'était mes tout débuts. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes allé du plus compliqué au peut-être au plus simple à Weebly et Squarespace. On est passé par WordPress et PrestaShop aussi. Tout ça sur le beauté ? Non. Sur d'autres projets en testant. On a vraiment testé plein de plateformes. Mais là, nous, Shopify, vraiment, c'est la folie. Ça nous a changé la vie. Il y a un vrai point. Je vais me faire ambassadeur de Shopify, mais. Tu as le droit. Shopify vous a changé la vie. Salut Marcelin, très heureux de te recevoir. C'est quoi le beauté ? Alors, le beauté, c'est un atelier de création infusée. Donc, comme tu l'as dit, à mi-chemin entre l'épicerie fine et la création artistique. Et nous, en fait, donc on a la particularité de savoir personnaliser des sachets de thé en petites séries. On est la première start-up à savoir faire de la personnalisation de sachets de thé. Et Le Beauté, c'est une marque qui est 100% bio, 100% made in France, 100% production artisanale et on n'utilise pas de plastique. Pas de plastique. Et comment sont personnalisés les sachets de thé ? Alors en fait, si tu veux, nous, dans l'atelier, on est à la particularité d'internaliser tous les métiers. T'as une partie de l'atelier qui est une imprimerie et l'autre partie qui est un atelier de couture. Et en fait, on internalise tout et on a une chaîne de production qui est très spécifique. On a mis longtemps à monter. D'ailleurs, j'ai plein de points là-dessus. Comment on lance un process, tu vois, semi-industriel quand on part de rien. Et on a la particularité en fait qu'on vende sur n'importe quel segment d'utiliser la même chaîne de production. C'est-à-dire que pour mes équipes, ça change rien, que ce soit une commande B2C, B2B, du dropshipping, peu importe. Ok, intéressant. Donc, Marcelin m'a fait le plaisir de m'apporter quelques exemples. C'est effectivement, alors vous le verrez sur le site, mais hyper esthétique. J'aime bien l'univers de marque. Et c'est surtout, je te l'ai fait la réflexion tout à l'heure, assez chic. Ouais, clairement. En fait, le focus pour nous, c'était de conquérir un marché par le design et la ligne de conduite que vit du coup ma copine cofondatrice. Elle a mis, c'est de faire des produits. Il faut que tous nos produits soient chics et décalés. Tu vois, c'est vraiment le focus. On tombe pas trop dans l'humour, pas dans le grossier, pas dans cette seule passer chic et décalé. D'ailleurs, on est aujourd'hui. On travaille souvent avec des grands magasins. Nos plus gros clients, c'est des marques de cosmétiques, des marques de luxe. Ça colle bien à leur univers, mais toujours décalé. Décalé et chic. Ok. Ouais. Alors tu viens, juste pour donner un peu la genèse, vous étiez tous les deux employés, avec l'envie de vous lancer, et surtout vous lancer sur un produit qui vous marquait, qui vous intéressait. Ouais. Alors en fait, moi j'étais employé, je travaillais dans le digital pour des banques et des assurances. Okay. Et elle était freelance. Elle travaillait beaucoup pour l'industrie du tabac. Tu vois. Et en fait, on avait ça en commun, c'est on travaillait tous les deux sur des produits que les gens aiment pas. C'est-à-dire, ta banque, tu t'aimes pas trop ces produits, à part avec les nouveaux acteurs. Et c'est pareil, le tabac. C'est toi qui le dis. Tu vois, genre les gens, ils achètent du tabac et ils veulent tous arrêter de fumer. Tu vois, on se disait, ok, si on lance un projet, on veut faire un produit que les gens ils aiment. C'est-à-dire que toi, tu me donnes ton argent pour des produits de beauté, t'es content de me donner ton argent parce que c'est cool ce que tu vas avoir, tu vois. Et on voulait faire ça. On voulait faire un produit que les gens aiment. On voulait conquérir le marché par le design et que nos produits aient un impact positif. Tu vois, c'était la base par rapport à ce que nous on avait vécu. Et ensuite, on est arrivé sur le thé, mais ça aurait pu être autre chose. Non, mais c'est intéressant. On travaille tous les deux pour les produits que les gens n'aiment pas. C'est vrai que c'est une réalisation qui est forte. Et du coup, le désir d'entreprendre tous les deux, plutôt que d'aller choisir un nouvel employeur qui est en ligne avec vos valeurs. Ouais, carrément. Elle est très. C'est un entrepreneur dans l'âme. Elle a entrepris. Elle a lancé déjà d'autres projets, etc. Elle est freelance, elle est indépendante. Et moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Et mes parents, ils ont fait des trucs avec mes yeux d'enfant qui étaient ouf. Et ils m'ont appris que tout était possible. Toi, mon père, c'est un mec qui vient de la campagne. En Bretagne, il a monté une industrie de packaging et un jour, il s'est mis à kiffer le bateau. Ils ont monté une écurie de voile dans les terres en Bretagne et ils ont carrément gagné, tu vois, avec le skipper, la route du Rhum. Et tu sais, il a vécu son rêve à fond. Et moi, j'ai vu ça et je me suis dit, ouais, tu sais, c'est ça que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de donner vie à mes projets. J'ai envie de faire des trucs fous. C'est intéressant. On n'en parle pas assez souvent sur le panier. Est-ce qu'on en parle souvent? J'en sais rien, mais dans l'entrepreneuriat, tu as une sorte d'aliénation au travail et à ton objectif, à ton horizon, et en même temps une incroyable liberté.
Et ça, c'est hyper intéressant. Tu as dit en fait que tes parents t'ont appris que tout était possible, et en fait, tout est possible quand on est surtout libre de le faire. Donc, c'est beau. C'est clair. Ok. C'est clair, ouais, je leur dois beaucoup. Et tu vois, le fait qu'ils nous inculquent ça, moi, j'ai baigné dedans et j'étais passionné de ça. Je voyais mon père avec ses potes qui parlaient de projets, et il le faisait ou il le faisait pas, mais moi, je vibrais avec ça, tu vois. Voilà. Bon, c'est cool. Alors, du coup, première question, comment est-ce que vous avez approché cette démarche de création et de test and learn sur plein de projets Ouais, alors, en fait, à l'origine, moi, du coup, je crée des programmes de fidélité. Alors, c'est le premier entretien de Marcelin sur un podcast, pardon, et il a bien préparé, je vois ses notes, mais c'est cool. Donc, comment est-ce qu'on se lance et comment était votre approche ? En fait, moi, je travaillais je créais des programmes de fidélité pour les banques. Je bossais avec plein de marques différentes. Je passais mon temps avec des e-commerçants. Je voyais plein de marchés. Du coup, j'étais un peu intime avec eux et je par exemple, sur le marché du thé, je me disais, j'avais grave envie de faire un truc et je me disais, le marché du thé, ça a l'air d'être un super secteur. Et à ce moment-là, avec Tuvi, on cherchait, on s'est dit, tiens, on va lancer une marque de thé. Mais au départ, c'était pas sérieux, c'était pour se marier. On se dit, on va acheter un peu de thé, on va faire un design et ça va être sympa. Et du coup, de fil en aiguille, tu te prends en jeu. Et on commence à lancer une vraie marque de thé. Et la première année, tu vois, on fait en side project, on fait 10 000 €. On se dit, ok, on va jamais pouvoir vivre avec cette marque. Et du coup, on commence à faire plein de tests. Comme on n'a pas d'argent, tu vois, on peut pas payer de l'ADS, Facebook, Google, tout ça. Du coup, on se dit, vas-y, il va falloir qu'on crée un produit où on trouve de la demande entrante, tu vois, genre inbound à fond. Ouais. Et on teste, on fait plein de tests sur les formats, sur les prix. Mais toujours sur le thé, ou il y a d'autres sujets où vous allez plus loin que ça ? Au départ, on a fait que sur le thé. Ouais. On a lancé, par exemple, au départ, on faisait des boîtes de 20 sachets et c'était cher. Du coup, on a fait des boîtes de 5 sachets. Et par exemple, ça, dans les concept stores, sur le retail, là, on était en concept store, on était top vente. Ça marchait à fond. Mais c'était des produits qui coûtaient 3 €, tu sais, il n'y avait pas de marge, du coup, c'était pas un bon marché. Et on faisait des tests comme ça, par exemple, on avait augmenté les prix du double. On avait entendu dans une conférence un mec qui disait, c'est plus dur de baisser ses prix que de les augmenter. Je sais pas, tu connais ce truc ? C'est plus dur de baisser tes prix que de les augmenter, c'est hyper facile de les augmenter, ouais. Ouais, voilà, si tu augmentes, du coup, tu as plus de marge, donc parce que ça veut pas dire que c'est plus facile de vendre, mais ouais, ça veut pas dire que c'est plus facile de vendre. Ouais. Et par exemple, on a doublé les prix sur une gamme qui n'existe plus aujourd'hui. On a doublé les prix et en fait, ça nous a ouvert tout le réseau retail. Les concepteurs, ils ont dit, ok, il y a plus de marge, du coup, on peut travailler. Et en fait, on s'est rendu compte, par exemple, en doublant les prix, que le problème, c'était pas notre produit, c'était la marge qu'on laissait aux revendeurs. Et tu vois, en faisant plein de tests comme ça, en fait, on a découvert le marché parce que nous, on n'est pas issu du thé, on n'est pas issu du retail, du produit. Enfin, on connaissait pas, donc on faisait plein de tests. Et après, on a fait plein de tests produits. On s'est intéressé, par exemple, aux compléments alimentaires. Donc, on a fait thé, genre chaque thé avait un complément alimentaire. Mais toujours sous le beauté, ou à chaque fois une marque différente ? Toujours sur le beauté. Donc, vous avez créé le beauté. Et ensuite fait des tests sur les produits, sur la distrib, sur les tarifs, mais sans acquisition. Sans acquisition, ouais. Sans acquisition payante. Ouais. Mais tu sais, par exemple, les compléments alimentaires, par exemple, tout ce qui était détox et tout, ça fonctionnait bien. Et un jour, on a été invité dans un salon sur le Wooznext. D'ailleurs, je les remercie parce qu'eux, ils ont vraiment aidé. Et du coup, on faisait ce thé avec ces compléments alimentaires. Le détox, ça fonctionnait bien. Toi, on avait fait des gélules de thé vert coupe fin. En fait, c'est que du thé vert à l'intérieur et les feuilles, quand tu les avales, ça grossit dans ton estomac et ça te coupe la faim, tu vois. Et bref, on faisait des trucs comme ça. Et sur un salon, il y a des nanas qui étaient genre super, qui adoraient en fait ce secteur, qui adoraient parler de ça. Et je me suis retrouvé à parler de compléments alimentaires, de santé, de détox. Et en fait, je me suis rendu compte, vraiment, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était genre de faire des beaux produits, de faire du design et pas de vendre de la santé. Comment est-ce que vous organisiez ces tests ? Alors, il faut de la prod, il faut, même si tu fais pas d'achat média, il faut quand même un peu de marketing d'une manière ou d'une autre, il faut de la créa. Comment est-ce que vous organisez ces tests ? En fait, à chaque fois qu'on avait une idée, on crée la page produit, on crée le produit. Ouais. Mais avec de la prod derrière ? Du sourcing ? Ou tu ne produisais que quand tu vendais ? Non, on produisait un minimum à chaque fois. Par exemple, les compléments alimentaires, c'est des standards. Tu vois, tu as des labos. Tu as juste à connaître les labos. T'achètes Au départ, tu n'es pas rentable sur les premiers produits. Tu vois, on achetait des produits, on faisait pas de marge, mais c'était. Tu vois, on testait le marché. Ouais. Ok. Et du coup, ça c'est pour la prod. Et sur la partie créa, tu me l'as dit, vous créiez une page produit avec une créa spécifique. Ouais. Le packaging à la rigueur peut se réutiliser, s'adapter. Ouais. Et comment tu fais connaître ?
Ben, on créait des articles, on contactait des gens, on contactait des concept stores. C'est vraiment, c'était vraiment à l'arrache, quoi. Tu vois, genre tout ce qu'on pouvait faire, en fait. Ok. On envoyait des mails. Et du coup, c'est quoi la durée de vie d'un test comme ça? En fait, tu vois bien si ça prend ou pas. Oui, mais il faut. Et comme on était salarié, on n'avait pas ce delta de temps. Ça veut dire que moi, je voyais, en fait, quand j'accompagnais des e-commerçants dans mon taf de salarié, je voyais les mecs qui montaient des boîtes, ils se mettaient au chômage, ils avaient 18 mois pour lancer leurs produits. Tic-tac, Voilà. tic-tac. Et le chômage est fini, et du coup, ils n'avaient pas trouvé de product market fit ou de trucs comme ça, et c'était fini. Et nous, on avait le temps. C'est-à-dire qu'on testait les produits, bon, si ça marchait pas, on s'était dit, OK, on lancera la boîte, vraiment, le jour où on pourra plus gérer les deux. Ce qui est en soi un peu une connerie parce que tu vois, c'est aussi le chat qui se mord la queue. Enfin, ça peut être un cercle vicieux comme un cercle vertueux, quoi. Ouais. Et puis en fait, si t'attends que tu peux plus gérer le truc, nous on est passé par des phases. On était vraiment schizo, ça veut dire que l'appart il était rempli de cartons, les gens ils nous appelaient toute la journée, on n'arrivait plus à gérer, on gérait plus rien en fait. Et du coup, c'est pas des bonnes phases. Ça peut fâcher tout le monde en fait. À vouloir tout faire, tu ne fais pas forcément tout bien, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis même, c'est pas cool pour ton employeur, c'est-à-dire que t'es plus. Non. Mais je reviens quand même sur la prod. C'est pas donc tu dis qu'il y a des producteurs sur le marché. Il faut quand même aller imaginer tes gélules, tes verres, lui demander un petit batch de production. Ils acceptent des petits volumes. Ouais, on fonctionnait beaucoup. Par exemple, sur les compléments alimentaires, en vrai, tu vas avoir un labo. Il a 1000 gélules différentes. Toi, tu as vraiment de quoi faire pour si tu veux lancer un test. Après, si tu veux faire tes propres recettes, tu les fais. Mais en vrai, si tu veux tester un marché, tu peux faire avec des standards. Okay. Si tu veux des gélules pour la peau, eh ben, ils vont en avoir déjà beaucoup. Et après, si tu veux faire un truc très particulier, tu peux, mais autant tester avec un standard avant. Donc, ta valeur ajoutée est sur la distrib, l'angle, le design éventuellement. Ouais, clairement. Ok. Mais tu sais, ça, c'est tous les produits que les gens, ils peuvent pas, que ce soit, les compléments alimentaires, le thé, la crème hydratante, tous ces produits-là. En vrai, ce qui compte, forcément, c'est l'effet, c'est d'avoir un bon produit. Mais ce qui va t'inciter à acheter la première fois, c'est la désirabilité. Tu vois, c'est le pack, c'est le design. C'est ça qui te dit, OK, j'ai envie de tester. Et c'est d'ailleurs si ça fait partie de vos drivers. Donc, tu as dit tout à l'heure que vous travaillez tous les deux pour des produits que les gens n'aiment pas et que vous vouliez changer ça. Ouais. Mais il y a aussi ce côté créa, design que tu veux faire rentrer dans nos maisons. Ouais, clairement. Clairement, moi, j'aime les belles choses. Tu vois, ça me fait plaisir de manipuler des belles choses. Et en plus, pour revenir au thé, surtout dans le thé, tu vois, dans le thé, t'as un côté un peu cérémonial. Quand tu fais ton thé, tu touches le sachet, tu le mets dans la tasse, t'attends que ça infuse, tu regardes la couleur, la chaleur, etc. Et du coup, ça fait vraiment sens d'avoir un produit qui soit beau. Intéressant. Combien de tests vous avez fait avant d'arriver au concept actuel, qui n'est plus en test puis que ça cartonne? Beaucoup. En fait, on a arrêté le jour où je voyais le marché des produits personnalisés et je disais autour de moi, il faudrait absolument qu'on fasse des sachets de thé personnalisés, machin. Et les gens me disaient, mais mec, ça marchera jamais. Personne va penser à faire des sachets de thé personnalisés. Et du coup, un peu frustré, un peu vexé de ça. Je vais vous montrer. Non, mais j'ai créé une page web dans mon coin en loose day. Voulez-vous personnaliser des sachets de thé? Et j'ai juste publié sur notre site à l'époque qui était un Weebly et où il y avait vraiment zéro trafic, tu vois. Et en un mois, il y a eu 20 demandes. Tu sais, si tu avais un formulaire où tu pouvais personnaliser, et tu as eu 20 demandes, dont l'Occitane et tout. Et là, j'avais l'impression d'avoir trouvé une mine d'or. Non, mais alors, il faut que tu nous rentres dans le détail. Donc, tu as Weebly, et je sais que vous avez testé plein de plateformes avant et d'autres après, donc on y reviendra tout à l'heure, mais tu crées une landing sur ce site, enfin une page en tout cas, qui dit personnaliser votre sachet de thé, avec quand même un formulaire, avec du pricing, donc c'est du fake it. Vous avez fait semblant d'eux. Ouais, en fait, on a fait comme un proto avec, tu vois, un truc trop moche. C'était même pas, ça marchait même pas trop, mais tu vois, au moins il y avait un visuel qui me montrait ce que éventuellement ça pourrait être. Et c'était marqué, voulez-vous personnaliser des sachets de thé, quantité, machin, etc., mail. Et là, ce que je disais, en un mois, tu as une vingtaine de demandes. Mais moi, qui viennent d'où? Puisque tu me dis qu'il n'y a pas de trafic, il y a quand même un peu de... Et en fait, on s'est rendu compte que les gens tapaient sur Google personnaliser des sachets de thé. Ok. Et en fait, il y avait, même s'il n'y avait pas beaucoup de... Mais ça, tu t'en es rendu compte avant de créer cette page. Donc, t'as vu qu'il y avait cette... Non, après. Ok.
Donc c'est vraiment un. Ok, donc attends, il y avait vraiment pas beaucoup de requêtes. De la hauteur. Tu pouvais pas le voir en fait parce que t'avais, je sais pas, quelques requêtes par jour ou par semaine. Donc tu pouvais pas le. C'était un signal beaucoup trop faible. C'était un signal très très faible. Donc toi, tu as des gens qui te disent que c'est impossible de faire de la personnalisation dans le T. Tu te dis on va quand même voir. Tu fais ta landing et tu réalises qu'il y a quand même quelques requêtes et donc quelques demandes. Au bout d'un mois, tu as pas mal de demandes, dont celle de l'Occitane par exemple. Ouais. Et là, je me dis en fait, si eux ils veulent personnaliser, ça laisse un boulevard quoi. Tu vois. Du coup, on les recontacte tous. Il y a d'autres acteurs ou pas qui font la personnalisation de thé, de sachets de thé? Ouais, il y avait quelqu'un qui faisait des sachets avec des formes à l'époque. C'est un peu différent, mais voilà. Ok. Donc, tu recontactes tous ces acteurs, toutes ces boîtes, et tu leur dis quoi? En fait, je veux comprendre pourquoi ils ont fait des demandes, ce qu'ils veulent. Et en fait, si tu veux, les marques et même les particuliers, en fait, ils sont habitués à ce qu'aujourd'hui, tu peux personnaliser un peu tout. Et du coup, ils se projettent vachement bien sur un sachet de thé. Sur un sachet de thé, tu imagines bien, en fait, quand tu vois le sachet, ce que tu peux personnaliser. Et du coup, ils sont curieux de savoir si on peut tout personnaliser, ce qu'on peut faire, machin, etc. Et du coup, là, on commence à se dire, ok, c'est cool, comment on le produit? Et c'est là où, tu vois, genre les phases de test, en fait, avant on faisait des tests produits et après on a fait des tests de prod parce que ça existe. Comme le marché n'existe pas, tu peux pas acheter les machines. Si tu veux, tu as par exemple le mec qui se lance dans les mugs, et tu vas sur Alibaba, tu as toutes les machines pour faire des mugs, ça coûte 200 balles et tu peux lancer ta boîte en faisant des mugs. Ouais. Mais sur l'industrie du thé, en fait, tout à l'origine, quand on a lancé ça, on a rencontré Chanty, c'est de Chanty Biscuit. Ouais. Et du coup, je lui ai. Elle a été très sympa, tu vois, elle a accepté de nous expliquer, tu vois, comment elle a industrialisé le process, enfin semi-industrialisé, tu vois, parce que ça reste quand même artisanal. Et du coup, on s'est dit, ok, on va faire pareil. On va aller voir les fabricants des machines de thé, parce qu'elle, c'est ce qu'elle avait fait, elle avait été acheter des biscuits, je sais pas comment t'appelles ça, des biscuiteuses industrielles qu'elle a un peu modifiées pour pouvoir faire son activité. Et on s'est dit, nous, on va faire la même chose. Je fais juste une parenthèse, pardon, mais Chanty, qui est la fondatrice de Chanty Biscuit, que je croise ici parfois parce qu'elle était passée sur le podcast de Mathieu, Génération Do It Yourself, et elle nous envoie encore de temps en temps des cadeaux qu'on apprécie grandement et que j'invite d'ailleurs sur le panier à venir nous raconter les dessous de son bise. Voilà pour la longue parenthèse. Fait des biscuits, sorte de petit beurre personnalisé avec un message personnalisé. C'est ça, ouais. C'est ça. Et du coup, elle nous explique son process. On essaye de faire la même chose pour le thé. Et en fait, on se rend compte que dans l'industrie du thé, les machines, elles sont vraiment pas pareilles. C'est vraiment pas du tout la même, le même process technique. Et en fait, on peut pas ajouter quelque chose sur la machine pour personnaliser. Donc on est obligé de repartir from scratch. Et là, ça a été on est passé par plein de phases. C'est-à-dire qu'au début, tu veux que je te raconte les différentes phases? Moi, je veux que tu me racontes les différentes phases. En fait, au début, on se dit, ok, on va faire... déjà, il y avait comment on écrit le message sur le sachet. Alors, sur le sachet ou l'enveloppe du sachet? Parce que c'est là que c'est intelligent, et que moi, quand on me disait sachet personnalisé, j'imaginais qu'on personnalisait, pardon, je parle vite, j'imaginais qu'on personnalisait le sachet en lui-même, qu'on va mettre dans le thé, qu'on va mettre dans l'eau. Et du coup, je me disais, mais du coup, comment ça va vivre? Et ce que je trouve malin, c'est déjà d'avoir personnalisé l'enveloppe. Ouais, la surenveloppe, c'est ça. La surenveloppe, qui est cousu main, et c'est pas, enfin, ça, c'est le résultat aujourd'hui. Donc, tu vas me raconter comment vous en êtes arrivé là. En fait, à l'origine, tu vois, par exemple, l'impression, c'était déjà un gros problème parce qu'à l'origine, on tamponnait. C'est-à-dire au tout début, on achetait des tampons de bureau, on mettait lettre par lettre. Et c'était comme ça qu'on faisait les protos. Okay. On mettait lettre par lettre et on tamponnait. Donc, avec tous les problèmes que ça comporte. T'as des traces, c'est mal cadré, tu t'enlèves les lettres. Tu peux pas en faire 5000 pareils, quoi. Ah ouais, mais on mettait 1h30 pour faire 20 sachets qu'on vendait 15 €. C'était le truc le moins rentable du monde. Mais moi, j'étais trop content parce qu'il y a des gens qui achetaient, tu vois, qui mettaient de l'argent sur le site, qui faisaient confiance. La rentabilité, on se disait, on allait on verra après. Ouais, on Vous étiez encore embauché en salarié à ce moment-là. Et attends, alors sur le premier truc, du coup, il y a une pote d'une pote. On nous parle d'elle, elle fait des tampons personnalisés, donc tu vois, elle fait le caoutchouc qui personnalise, et elle fait un carton, elle en fait énormément, et on se dit, c'est peut-être ça la solution. Donc on achète la machine
Ça s'appelle un graveur laser, je crois. On achète la machine en Chine, elle arrive. Donc c'est un gros truc. Je suis même pas sûr que ce soit trop homologué. Enfin, tu vois, c'était pas CE, tout ça. Elle arrive dans l'appart. Déjà, elle est arrivée. Déjà, elle est arrivée, Un ouais. truc non homologué qui arrive de Chine. Ouais. Il aurait pu rester coincé à la frontière. Mais donc, elle arrive dans l'appart, ouais. Ouais. Du coup, on comprend pas comment ça marche. Le but, c'est un graveur laser qui te grave des tampons. Et l'idée, c'était, ok, on va graver des tampons à chaque fois qu'on va avoir une commande. Par exemple, Bonne fête maman. On va graver un tampon Bonne fête maman. On va l'avoir et on va tamponner les sachets, tu vois. Et du coup, on sait pas l'utiliser. On cherche sur Internet, on trouve un prof qui a un atelier de bricolage avec plein de machines. Il est passionné de cette machine. Il vient nous expliquer comment ça marche. Un mec en France. Ouais, un mec en France. Ok, génial. Et dans l'appart, ça fume, ça fond, c'est l'horreur. Et on a vite compris que c'était pas ça la méthode. Tu vois, on n'allait pas à vendre des milliers de sachets avec ça. Donc on a abandonné ça. D'ailleurs, ça se revend bien comme machine. Il y a des groupes Facebook de ce graveur laser. Enfin bref. Et ensuite, on se dit, peut-être que la méthode, c'est de faire du thermocollage. Tu vois, le thermocollage, c'est que tu as du papier avec une fine couche, soit de plastique, soit de film cellulosique. Enfin, après, tu as différentes matières. Et à l'effet de la chaleur et de la pression, ça scelle le sachet. On se dit, OK, comme ça, on va pouvoir fabriquer en série. Et tu vois, on va pouvoir avoir une machine et thermocoller chaque sachet avec un opérateur ou peut-être une chaîne de production. Et du coup, on cherche à fond. Tuivi, donc ma femme associée. Elle me dit qu'elle a un cousin au Vietnam qui travaille dans l'industrie, il fabrique des machines sur mesure, machin, etc. Donc on lui passe une commande. Je sais plus combien on met dans cette machine. C'était énorme pour l'époque, mais on mettait vraiment tous nos. Ça se compte en milliers d'euros. Ouais. Ok. Et on met genre, je sais plus, ça devait être 10 000 euros, un truc dans le genre. Peut-être un peu moins. Et Mais attends, là, juste. Alors, fais une pause et souviens-toi où tu es. J'essaierai de le faire aussi. Mais vous aviez déjà validé des commandes? Parce que tout cet argent que tu investis, est-ce que tu l'investis en te disant c'est bon, il y a du business à la clé? Ou là, vous étiez encore en phase de recherche, disons? En fait, on a déjà les produits. On a toujours le formulaire qui existe. Et on a déjà un premier produit. Mais on n'a pas de pack. Je sais, les particuliers. On les fait au tampon, mais peut-être quand on a thermocollé, on n'avait pas encore de commande. Ok. On n'avait pas encore de commande. Ok. On avait donc tu investis toutes tes économies dans cette machine qui vient du Vietnam. Ouais. Et on prend 3 semaines de vacances et on va au Vietnam pour aller récupérer la machine et pour faire des vacances. Et on arrive, en fait, on avait prévu un tour au Vietnam. On arrive, on récupère la machine et là, on voit la machine à quoi elle ressemble. Déjà, tu vois, c'est vraiment du bricolage. On passera pas des centaines de milliers de sachets dessus, c'est sûr. Okay. Et le problème, c'est ce qu'on n'avait pas pensé, c'est qu'on n'avait pas pensé aux normes CE, c'est-à-dire comment on la ramène à l'aéroport, parce que tu vois, c'était un bloc. Alors là, je montre les auditeurs. Il fait la taille d'une grosse valise, quoi. Ouais, voilà, ça fait la taille d'une grosse valise. Du coup, à l'aéroport, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes, tu vois, à la douane, tout ça. Donc on passe, on dit au mec, ok, est-ce qu'on peut la démonter? Ils nous disent, bah ouais, mais c'est chaud. Et là, on passe, mais vraiment une semaine. On se levait le matin avec Tuivi. Tu sais, genre à 8h. Et de 8h. C'est donc le prénom de ta compagne. Ouais. et de 8h à 16h, 17h, on démontait la machine. Mais moi, mes vacances, c'était tellement pourri. Et on démontait la machine boulon par boulon. Et vous l'aviez déjà acheté en plus? On l'avait déjà acheté, oui, ouais. Elle était construite. Ouais. C'était du sur-mesure? Bah ouais, c'est sur-mesure. Ok. Parce que tu sais, il fallait que ça passe par notre taille de sachet de thé, machin, etc. Enfin, ça n'existait pas. Et bref, on apprend à la démonter parce que le plan, c'est de la faire passer en pièces détachées à l'aéroport dans nos différentes valises, genre le circuit imprimé dans la trousse de toilette, machin, etc. Ça passe. Vous êtes hyper courageux. Je suis en train de me dire dans ma tête, mais j'aurais jamais osé faire ça pour me dire ensuite, il faut la remonter. Et si ça se trouve, ça marche pas quand t'arrives, quoi. Mais en fait, on était tellement déterminés. Moi, j'étais tellement comme un fou de penser que les gens, ils voulaient acheter des sachets de thé personnalisés, mais que personne les proposait. Tu vois, j'avais l'impression que c'était une mine d'or. Tu sais, a posteriori, c'est pas le cas, mais en fait, avant, j'ai lancé plein de projets, tu vois, genre, que les gens voulaient pas. Et du coup, là, que les gens ils veulent acheter ça, tu vois, moi, je voulais le produire absolument. Et du coup, on apprend à démonter cette machine et tout. Au bout d'une semaine, on fait nos vacances, on revient avec la machine, et là, c'est le drame. On remonte la machine à Paris, là où on habite, et on appelle les fabricants de papier pour leur dire on veut du papier avec tel pelliculage, etc. Et en fait, on se rend compte que ce papier, il n'existe pas.
En fait, comme mes parents ils sont dans l'industrie, etc. Et il m'avait dit, tu peux acheter du papier avec que tu thermocolles, ça existe. Mais en fait, tu sais, c'est par exemple un peu les mêmes papiers que les poissonniers ils utilisent là pour les poissons. Ça, en fait, ça c'est un standard, mais on pouvait pas prendre du papier de poissonnier, tu vois. Et en fait, si tu changes, en fait, des standards de papier, il y en a pas beaucoup. Et si tu fais du sur-mesure, l'industrie du papier, c'est une grosse industrie où tu es obligé d'acheter en tonnes. Et du coup, c'est des investissements qui étaient genre de 100 000 € pour juste notre papier sur une machine. On pouvait pas passer autant. Enfin bref. Et en fait, on pouvait pas avoir la matière première. Là, t'es quand même un peu dégoûté, non? T'as lâché 10 000 € plus une semaine de tes vacances dans une machine grave. Que tu peux au final pas utiliser? Grave, je suis dépité. Ok. Je suis dépité. D'ailleurs, on est prêt à abandonner à ce moment-là. Tu vois, genre, je me dis. Alors, juste, pardon, mais question con, peut-être. T'as pas juste demandé à des prestataires ou des fournisseurs s'ils pouvaient te faire un paquet sur mesure? Non, parce qu'il fallait qu'on puisse personnaliser en petite série. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on internalise ça dans notre atelier. Ok. Il fallait qu'on puisse le faire nous-mêmes parce qu'on voulait répondre à des demandes d'anniversaire, de mariage, de produits. Enfin, tu vois, on voulait faire vraiment du sur-mesure, mais en peu de temps. Parce que il était là-dessus le marché. Compris. Et voilà. Et un jour, encore tu vois. Elle me dit, mais pourquoi on ferait pas de la couture? Parce que la couture, en fait, déjà c'est beau, c'est noble, c'est des belles matières, tu vois, tu peux mettre un beau fil, etc. Et ça embellit en plus le sachet. Et ce qui est génial sur la couture, c'est que c'est une industrie qui existe depuis tellement longtemps et les machines, elles sont super fiables. Il y aura forcément une solution à la question ou au problème que vous vous posez avec la couture. Ouais. Grave. Et ça te permet en plus, toi, de faire de la découpe d'enveloppes à sachet comme tu le souhaites et de l'impression plus simplement. Ouais, et en plus, ce qui est génial avec la couture, c'est que quand tu déchires le sachet, et tu vois, ça, comme tu as des petits points, ça l'ouvre bien, tu vois. Oui. Enfin, du coup, la couture, en fait, on s'est dit, ouais, c'est génial. Alors, ce que vous entendez, pardon, c'est moi qui déchire mon sachet, mon sachet personnalisé. Je vous mettrai une photo sur Instagram, Laurent K sur Instagram. Et pourquoi pas d'ailleurs dans le panier sur l'épisode. Donc j'ai une enveloppe. Ça c'était la dernière phase. C'est la dernière phase, enfin la phase actuelle. Non. Que tu allais me décrire. En fait, là on fait ça. Donc on achète une machine à coudre familiale. On va sur internet, on trouve une couturière qui habite pas trop loin de chez nous parce que la machine n'était pas capable de la faire fonctionner. Tu vois, genre d'où on partait. Et du coup il y a une meuf qui arrive. Elle nous explique comment ça marche. Elle est un peu étonnée qu'on veuille coudre du papier, tu vois, et qu'on prenne un cours de 1 heure avec elle. Donc elle nous explique. Et là, on commence à faire les sachets de thé comme ça. Et en fait, là, donc c'est là où on a les produits B2C, etc. On commence à faire des commandes. Et là, à ce moment-là, ma vie, c'est de faire des sachets de thé. C'est-à-dire que je fais ma journée de taf et le soir, j'arrive chez moi. Et tu couds des sachets de thé, quoi. Et mais je passe des nuits. On se fait des commandes quand on a 200 sachets de thé à faire. On est en souffrance, tu vois, parce qu'en fait on va vraiment pas vite, on n'a aucun process, on n'a rien optimisé, et donc mais là on commence à avoir de plus en plus de commandes. Et en fait à partir de ce moment-là on se dit ok, il va falloir qu'on crée une machine qui automatise la couture. On s'était pas assez loupé avec les autres machines, on voulait encore y aller. Et là, on achète du coup. Non, mais j'adore parce qu'il dit ça avec un grand sourire. Et moi, à l'intérieur, je me suis dit, mais ils sont malades. Mais ok. Alors, juste une pause à ce moment-là. Donc, vous avez pris des cours de couture, en gros, avec cette dame. Vous n'avez pas encore lâché votre job. Donc, vous avez un day job, vous avez un emploi, point. Ouais. Et le soir, vous cousez des sachets de thé que vous avez imprimés avant. D'une manière ou d'une autre. Ouais, avec des tampons à l'époque. Avec des tampons à l'époque. Le business est... tu sens qu'il y a une inflexion de la demande. Ouais. Tu as trouvé une demande. D'ailleurs, l'Occitane, vous leur avez fait le non, bise, non. Je crois qu'on a bossé après avec eux. Mais tu les as rappelés ensuite, au moins. Mais pas cette fois-là. Ouais. En fait, nos clients, les meilleurs clients à ce moment-là, c'est les agences de pub, les agences de com, tout ça. Ils sont assez demandeurs de ce genre de produits. Ok. Et tu vois, et par exemple, je me rappelle de ça, je suis au ski avec des potes et on vient de lancer la gamme mariage et du coup on propose des sachets de thé pour genre un sachet de thé à mettre sur chaque assiette, en cadeau d'invité. Donc t'as 50 invités, tu mets 50 sachets de thé. Comme ça ? Ouais. Comme ceux que tu m'as. Et tu sais, avec par exemple Juliette et Roméo avec la date du mariage. Mais en tampon ou en imprimé ? En tampon. Ok.
Et donc vous devez toujours faire des tampons sur mesure. Ouais. Ok. Et en fait, ce produit, on l'a jamais vendu. Si tu veux, on a des commandes à 20 €, ce genre de choses, ou des commandes pro. Et là, le mariage, c'est des paniers moyens qui sont plus élevés. Et tu vois, je suis au ski. Surtout que tu as 200-300 invités quand tu te maries. Allez, 100, on va dire entre 100 et 200-300, j'en sais rien en moyenne. Et que tu en fais un peu en rab. Ouais. Ok. Et là, je vois une commande. Je sais plus, à ce moment-là, on devait être encore sur Weebly. Et je vois une commande, c'était 200 ou 300 €. Et là, j'hallucine. Je me dis, waouh, il y a quelqu'un, tu vois, en France qui s'est dit, tiens, je vais mettre 200-300 balles dans des sachets de thé. Et tu vois, tout ça, c'est que des confirmations. Je me dis, si lui, il le fait, bah, il y en a d'autres, etc. Et c'est ça qui nous poussait, en fait, qui était super excitant. Je crois qu'à ce moment-là, il y avait plus de l'excitation que de la réalité, tu vois. On s'en foutait de faire une étude de marché, machin. Ce truc, on le faisait pour nous. Et on avait envie d'aller jusqu'au bout. T'avais déjà une notion de rentabilité ou pas encore? Non, je me souviens, mon père, il m'a dit, si tu veux vraiment lancer une boîte, il faudrait au moins que tu fasses 200 000 €, sinon comment tu vas faire pour te payer? Tu vois, lui, il était dans la réalité du truc, et moi, je me disais, mais je m'en fous, tu vois. Je m'en fous, je veux faire ça. C'est drôle. Donc, t'avais pas encore de notion de rentabilité là. A priori, tu sais pas si tu l'étais rentable. Mais non, on n'était pas rentable parce que le temps qu'on passait, c'était juste monstrueux, quoi. Ok. C'était juste monstrueux et c'était pas possible. En tout cas, il y a du biz. Alors c'est vraiment intéressant parce que là on est au cœur d'un truc. On en parle souvent sur ce podcast, on l'entend aussi souvent avec Matt, mon associé, sur Génération Do It Yourself, mais les fameuses règles de Y Combinator, qui est cet incubateur américain qui est un exemple pour beaucoup. Et l'une de ces règles, c'est do things that don't scale, donc faire des choses qu'on ne peut pas porter à l'échelle. Ouais. La traduction est pas bonne, mais qu'on ne peut pas monter à l'échelle, mais au moins pour tester un marché et pour prouver qu'il y a une demande. Donc là, c'est le cas. Tu as des demandes, tu es au ski avec tes potes, tu as une commande à 500 balles qui tombe. Ouais. C'est toujours une galère de faire ces sachets. Ouais, 200-300 balles. C'est ma version marseillaise. Ouais, on sort le 30 juillet, on est le 30 juillet, on est tous au bord de la plage dans le sud, peut-être. Et donc là, tu te dis quoi et qu'est-ce que vous faites? Et en fait, là, on se dit qu'il faut qu'on automatise le process si on veut aller. Bon, déjà, il y a un truc qui est dingue, c'est que en faisant de la personnalisation, on vend il y a des moments vraiment très cool. Parce que au départ, on vendait du thé, donc les gens ils achètent du thé, ils se disent ah ok c'est bon, c'est beau, voilà, tu vois, ça reste une relation entre une marque qui vend du thé et quelqu'un qui boit du thé. Et là, on change vraiment on rentre dans l'émotion. Et là, il nous arrive des histoires de dingue. Ça veut dire que par exemple t'as, je sais pas, une jeune femme qui est enceinte et qui nous contacte et qui dit voilà, je vais annoncer à ma mère que je vais être enceinte, qu'est-ce que je peux mettre comme message, machin et tout. On lui fait les sachets, elle fait une vidéo et en fait, elle annonce à sa mère qu'elle va être grand-mère. Elle filme le truc en live et on voit la réaction des parents et tout. Et en fait, j'aimerais bien te montrer la vidéo. Et le truc, c'est qu'en fait, l'émotion des parents sur le moment, avec leur visage, ils hallucinent. Tu vois, c'est un temps fort de leur vie, quoi. Et en fait, avec une boîte Le Beauté, pour eux, Le Beauté, ça va être le jour où ils ont appris qu'ils allaient être grands-parents. Et en fait, ça change tout. C'est-à-dire que c'est très très beau. Ouais. Et en fait, le prix que tu mets pour avoir un produit comme ça, c'est plus du thé. C'est un produit, c'est autre chose, c'est de l'émotion, quoi. Et du coup, les marges, c'est pas les mêmes. J'entends. Et du coup, on se dit, bah voilà, ok, on a capté ça, mais il faut qu'on automatise le process. Et là, on part sur l'idée que les machines à coudre, c'est quelque chose, c'est une technologie, c'est pas une technologie, c'est un mécanisme qui est super fiabilisé par le temps, parce que c'est ça aussi. Quand tu crées une machine, il faut la fiabiliser. C'est-à-dire que tu peux prendre des ingénieurs, un cabinet d'études qui te crée une machine, mais le problème, c'est un peu comme un site internet. Le problème, c'est que ça va pas être fiable. Et il va toujours falloir, tu vois, des techniciens pour régler, machin, etc. Et on part dans un projet fou. Je fais une parenthèse, chers auditeurs et chers peut-être futurs clients ou clients passés, un site, c'est fiable, mais ça vit. Et effectivement, en fonction il y a 1000 couches entre une bâche couche serveur et un client qui visite le site et met un panier une CB dans le tunnel. Désolé pour... Non, mais effectivement, il faut... alors, c'est fiable, mais il faut l'entretenir ou le tweaker. Ouais, c'est ça. Mais en fait, voilà, si t'as pas les compétences, de tout gérer, soit t'as de l'argent, ouais. ou soit tu peux pas juste tout ton budget dans la machine et après t'as pas les techniciens. Non, bien sûr. Quoi. Ouais. Et en fait, on part dans un truc, une machine à double tête de couture.
qui est géré par un cabinet tu vois, d'ingénieurs et un projet super foireux en fait parce que Attends, juste, il y a un enseignement qui est fort là, mais je me permets de continuer, de réouvrir la parenthèse et de la terminer. Mais ça, ce que tu dis, c'est hyper important. Et le parallèle est bon sur un site web, un site e-com, une campagne de com, enfin, sur plein de sujets qu'on peut traiter, chers auditeurs et entrepreneurs. C'est que si ton budget, c'est 10 000, je sais pas, pour faire un site, 100 000 pour faire un site, faut pas mettre 100 000 sur le site, faut mettre la moitié, moins, faut en garder un peu pour des évolutions de la TMA une fois que c'est live et qu'on a envie de le faire évoluer, qu'on se rend compte, qu'on le confronte à la réalité, faut en garder un peu pour l'activation, faut en garder un peu. Donc, ou apprendre à faire. Tu vois, genre, ou apprendre à faire, mais l'enseignement là il est hyper important. C'est que si ton budget c'est X, c'est pas X qu'il faut mettre dans ton projet, c'est un peu moins pour te garder de la marge de manœuvre. Ouais, c'est clair. Mais on voit souvent, je me permets de faire cette parenthèse parce qu'on voit souvent des entrepreneurs ou éventuellement des clients qui font cette erreur, quoi. Je te laisse reprendre. Deux têtes de. Ouais, et du coup, en fait, ça c'est le projet à la fin de la. Quand on commence à quitter notre job, ça c'est, on se dit ok, on va quitter notre job, on va monter cette machine. Donc avec plus de budget, plus de tout. Et en fait, l'incubateur dans lequel on rentre, c'est le projet qu'on leur vend. On leur dit, nous, on va faire ça. On va faire ça, on a des fous, ça va marcher. Et puis ça marche pas. Ça marche pas, les sachets, ils sont moches. On n'automatise rien du tout, tu vois. Il faut toujours qu'on appelle un technicien pour venir régler la machine. Mais t'es toujours au tampon à ce moment-là. En quoi ? Au tampon. Ou t'as l'impression plus la couture. Ouais, non, à ce moment-là, on a des systèmes d'impression qui sont un peu plus performants. Donc tu peux avoir un design personnalisé, et ensuite la machine va coudre le truc. C'était ça, ouais, l'objectif. Ok. Et quoi Donc vous rentrez à l'incubateur, donc là vous avez lâché votre job, hein, c'est ça ? Ouais, moi j'ai lâché mon job, Tubi elle reste freelance. Ok. Donc elle garde ses clients, en gros. Ouais. C'est bien parce que ça permet de continuer à manger, le cas échéant. Ouais, carrément, et pas se mettre à deux à risque. Et vous vendez ce projet de machine qui va faire donc l'impression et la couture de manière automatisée et à grande échelle à cet incubateur. Ouais. Et là, je crois qu'on est en février 2020. C'est ça, c'est juste avant le confinement. Ouais. Et en fait, pour revenir sur cette machine, ça marche pas. Les produits sont moches, les produits qui sortent. Et à ce moment-là, on a la chance d'avoir un mentor, un mec qu'on a... C'est par une boîte de conseil, je sais plus ce que c'était, enfin un organisme qui passait des mentors gratuitement. On a dû le voir 2 fois, mais le mec, il avait une industrie de meubles. Et il m'a dit un truc ce jour-là. Il m'a dit, tu sais, Marcelin, moi c'est le rêve de tous les entrepreneurs d'automatiser des prods. Et parce que je sais pas, tout le monde a vu des images à la télé de prod automatisés. Il m'a dit, moi j'ai essayé d'automatiser à fond pendant des années plein de choses sur le meuble et j'ai jamais eu de meilleure qualité que les mains d'une couturière. Et là ça m'a ouvert les yeux, je me suis dit en fait, tu vois, je veux absolument automatiser, mais en fait peut-être que on peut juste pas. Ça veut dire que tu vois le sachet de thé comment il est, t'as du volume, t'as une précision, t'as plein de choses en fait et du coup on a abandonné l'idée de la machine, tout ça. Ça a été trop. En fait, ce que je me suis dit, c'était le coût de ces machines. C'était comme un apprentissage, c'était comme refaire une école de commerce. Tu sais, j'ai payé pour un apprentissage, j'ai compris, et maintenant je retourne à des choses plus simples. et en fait, aujourd'hui, on allait créer une ligne de prod. Alors, tu vois, on a quand même des machines industrielles. On a une ligne de prod qui est optimisée, mais optimisable encore. On n'est jamais arrivé de toute façon. Ouais, on n'est pas aussi fort que par exemple Petit Cube. Tu vois, eux c'est des tueurs sur ce sujet-là. Je sais pas si on les a cités tout à l'heure, mais excellent épisode, je trouve, et on me l'a confirmé du panier. C'est l'épisode numéro 76 avec Cyril Valta, qui est le cofondateur du Petit Cube, qui fait de la personnalisation, mais aussi il y a encore beaucoup d'interventions humaines. Ouais. Ben c'est vraiment, tu vois, ils m'avaient invité il y a quelques années à voir leur atelier. À Bordeaux de mémoire, non ? Ils étaient à Paris. Ils étaient à Paris, ok. Je sais pas s'ils ont bougé depuis. Peut-être que je confonds. Mais en tout cas, ça se ressemble vraiment. Tu vois, genre on a vraiment tu rentres dans les 2 ateliers, ça ressemble beaucoup. Donc une révélation où tu te dis on peut automatiser pas mal de choses, et surtout un conseil de ton mentor et qui te dit peut-être que tout n'est pas automatisable. Ouais, ce que tu as payé jusqu'à présent, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est le coût de ton MBA, c'est le coût de ton. Ouais, grave, c'est exactement. Ouais, et du coup, la machine au Vietnam et la machine sur mesure qui fait à double tête de couture. Et le graveur laser. Ouais, et du coup, aujourd'hui, notre process, il est top et on arrive. Là, on est capable de faire à peu près 30 000 sachets par semaine. 30 000 sachets, tu vois, on commence déjà à avoir
Et maintenant, en fait, là, comment je vois l'avenir, alors tu vois, c'est suivant quand tu m'interviews, ça va changer. Peut-être dans 2 mois, ce sera autre chose, et 2 mois avant, c'était autre chose. Mais là, comment je vois les choses aujourd'hui, c'est que là, on est en train de monter un deuxième atelier de couture, où avec vraiment des couturières, un système. Enfin, je pense que ça va être ça notre force de travail. Parce qu'il y a un truc de ouf, c'est que notre incubateur, c'est la pépinière de la miel qui est dans la cité des 4000. En fait, moi, j'habite à Saint-Denis. Du coup, c'était à 5 minutes de chez moi. J'ai pris l'annuaire des incubateurs, j'ai vu le plus proche, je les ai appelés, ils avaient une place et en fait on est arrivé comme ça. Make sense. Et dans la cité des 4000, et ben t'as un taux de chômage qui est juste dingue. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il y avait tellement de gens, principalement des nanas, mais pas que, qui sont tu sais, la première vague d'immigration et qui savaient coudre dans leur pays et qui cousent pour leur famille. Et en fait, elles ont des machines à coudre, elles savent coudre. Et en fait, c'est vraiment notre force de travail. Et en fait, aujourd'hui, avec notre projet, on peut redonner accès au marché du travail à des gens qui n'ont pas forcément accès par la couture. Et on est au bon endroit pour ça. Et ça, c'est une pure opportunité. C'était vraiment pas le but du projet à l'origine. Mais tu vois, si ça permet de redonner de reverser un peu d'argent, tu vois, à des familles qui sont autour de l'incubateur, bah c'est trop bien. Et tu vois, là par exemple, il y a une couturière, on était sur des grosses prods, qui était en fait, c'était la mère d'une collègue. Elle me dit, un jour, je lui dis, écoute, j'arrive pas à produire assez, il faut que j'ai des couturières en freelance pour m'aider. Elle me dit, écoute, ma mère, elle adore ça, ça lui ferait super plaisir. Et j'ai commencé à lui filer un batch de sachets. Ça a bien marché, etc. Et là, en 1 mois et demi, on lui a versé 3600 € net. Et J'adore, tu as une mission sociale en plus, du coup, tu arrives à créer du réemploi sur le beauté dans une zone qui est désastrée, c'est peut-être pas le terme, mais sinistrée d'un point de vue d'emploi. La cité des 4000, c'est connu en plus, il y a eu un documentaire sur le sujet, non ? Ouais, grave, en fait c'est impressionnant quoi. Ouais. Si t'arrives, tu vois des bâtiments de ouf qui sont énormes, c'est que du béton, enfin c'est comme dans les films. D'ailleurs, la première fois qu'on est arrivé dans la cité des 4000, tu vis, elle a vu l'endroit, elle a dit mais écoute, ça c'est pas le beauté. Tu vois, genre les clients ils vont arriver là, ils vont dire quoi ? Chiqué, décalé, c'est ça. Voilà, on est très décalé. Mais c'est intéressant parce que tu donnes une mission sociale, c'est beau, je veux dire, il y a... Ouais, mais par contre, je veux pas que... Nous, le but du projet, c'est de faire un produit qui soit désirable. Et on veut être une société rentable. Tu vois, je veux pas tomber dans le truc... si on peut avoir un impact positif, c'est cool. Mais c'est pas genre notre... Tu vois, on fait pas je sais plus comment on appelle ça, une entreprise d'économie sociale et solidaire. Mais par contre, je suis super inspiré, par exemple, de la boîte qui s'appelle Meet My Mama. Je sais pas si tu connais. Non. Et d'ailleurs, je les ai contactés récemment. Et j'adore leur modèle parce que, en fait, on touche exactement la même cible. Elles ont une entreprise qui vend. Elles demandent en fait. Alors je suis désolé pour elles, je vais pas bien le pitcher, mais je vais te donner en gros l'idée. T'as les mamas des cités qui savent faire de la nourriture de leur pays d'origine, tu vois. Grosso modo, tu fais un plat, tu t'en fais plus, et en fait elles récupèrent ce qu'elles font en plus et elles le vendent à des entreprises, etc. On m'en avait parlé, Meet My Mama. Ouais. meetmymama.com tout simplement. Et en fait, elles ont une école où elles accompagnent ces mamas pendant 4 mois, je crois, et elles les aident à créer leur statut, à devenir traiteur freelance, ce genre de choses. Et si elles veulent travailler pour Meet My Mama, elles peuvent. Et en fait, je me dis, mais nous, c'est exactement la même chose. Je sais pas sous quelle forme, mais en fait, les mamas qui savent faire à manger, elles savent aussi coudre, tu vois. Et c'est les mêmes populations et c'est la même... Tu revalorises. Et ce qu'il y a de génial, ce que je me suis rendu compte, c'est que, tu vois, par exemple, quand Le Bon Marché, Dior ou Chanel, je cite les super clients, tu vois, ils nous achètent des sachets de thé, ils achètent parce que c'est beau. Ils achètent pas parce que on a un impact social, machin. Tu vois, bien sûr, ça leur fait plaisir de savoir que c'est made in France, etc. Mais ils achètent d'abord parce que c'est beau. Si c'est pas beau, ils achètent pas. Et en fait, les gens qui font la couture de ces sachets, c'est super valorisant de dire, ok, j'ai fait une commande, c'est pour Dior. Et on le fait pas pour dire ok, on essaye de leur redonner un peu de taf et tout. On le fait parce qu'il y a une compétence, il y a un savoir-faire et que le produit il est canon. Ok, je reviens sur ce que tu viens de dire. Quand Dior ou tes beaux clients, qui sont vos beaux clients ? On travaille beaucoup pour les marques de cosmétiques, beaucoup pour les marques de luxe.
Mais après, Dior, entre autres, quoi. C'est ça. Et ouais, quand ouais. Dior achète, c'est parce que c'est beau, pas parce que tu es du social. Ouais, Mais si toi, en plus, ça te permet de faire un peu de social et d'avoir un impact, tant Bah, mieux. Mais bah- c'est pas le driver. Ouais, exactement. Je résume. Ouais, c'est ça. Bien, ok. Et en fait, ça donne vachement de sens aussi aux équipes. Ça veut dire que, tu vois, quand elle voit le projet, l'équipe globale, quand elle voit le projet, bah, ça donne vachement de sens de bosser pour le beauté. Je Ça trouve aussi, c'est cool. je C'est un trouve ça- impact cool. Je trouve ça très beau, ça fait de belles valeurs. Et tu l'as dit tout à l'heure, hein, tout à l'heure, pardon, l'important c'est la désirabilité et pas de faire du social. Mais si tu peux avoir un impact, très bien. Combien est capable de coudre une couturière de sachets de thé? En gros, elle peut faire entre 250 et 300 sachets par heure. Ok. Hop, j'ai ouvert ma calculatrice. Non, mais une heure chargée, on va dire 20 balles, avec l'overhead peut-être 25, j'en sais rien, 25 euros. T'es pas obligé d'infirmer. Ouais, là, ça devient. Mais Je dévoile pas ça. non, d'accord. Mais et tu as dit 250 sachets, donc. Ouais, en fait, tu vois, genre dans notre calcul, ça fait 10 centimes à peu près de coût humain. Tu n'es pas obligé de répondre, mais c'est mon calcul. Ok. Ouais. Et en gros, tu vois, on vient de faire une simulation où on se dit, ok, tu vois, est-ce que tu serais beaucoup mieux payé si jamais tu cousais des sachets de thé plutôt que de faire Uber Eats, tu vois, un taf. Et en vrai, on peut largement mieux payer les gens. Tant Tu mieux. vois, ça c'est l'indicateur de dire, ok, ça fait sens si jamais on avance comme ça. Je comprends. Donc tout ça, c'est ce qui s'est passé sur la partie prod et atelier entre mars 2020 et aujourd'hui. Donc cette belle évolution et ce bel apprentissage. Sur la partie marketing et disons et vente, vous êtes passé de quelques clients que vous gériez comme vous pouviez à donc un atelier qui a sorti 500 000 sachets pour des clients comme Dior et d'autres dans le luxe ou dans la com. Ouais. Comment est-ce que vous êtes allé les chercher? En fait, comme on n'avait pas d'argent, enfin, tu sais, on a tout dépensé dans Dans la machine du Vietnam et Ouais. la machine là. Ouais, c'est clairement. Et dans les stocks aussi. Et dans les stocks, ouais, d'accord. Euh, Mais les stocks, c'est des. Bah, c'est une matière première. T'as le thé, les surenveloppes, les rubans, les livrets, enfin tout ça quoi. C'est très beau hein, quand même. Je vous invite à regarder, mais c'est comment on appelle ça, du carton. C'est de l'embossage. De l'embossage, voilà. Avec de la dorure à chaud. Il y a du relief, il y a de la dorure, c'est très joli. D'ailleurs, la dorure à chaud sur les boîtes, elle est aussi faite à la main, tu vois. C'est pas genre, tu presses chaque plaque. Je te laisse reprendre. J'étais où? J'ai oublié. Moi, je te demandais comment est-ce que vous êtes allé chercher Donc, tu me parlais de la production. J'aimerais comprendre maintenant le business, ouais. comment vous êtes allé chercher ces beaux clients. Mais en fait, comme on n'avait pas d'argent, par défaut, on a travaillé que sur la création de contenu. Et en fait, on est monté là. Aujourd'hui, on n'a jamais pris un sales. Aujourd'hui, on est 7 dans l'équipe, on n'a pas un sales. C'est que de la création de contenu. Et ça veut dire qu'au début, on a essayé de bosser à fond le SEO. On s'y intéressait depuis un moment, tu vois, à créer le max de pages sur toutes les expressions possibles. C'est en cocon sémantique, tu vois le truc. Et, Attends, explique-le à nos auditeurs. Bah, en gros, tu crées une page produit. Un cocon sémantique. Ouais. Tu crées par exemple ta base qui va être une page produit ou un article de blog ou ce que tu veux sur un thème, par exemple sachet de thé mariage. Et après tu crées plein de pages autour. Sachet de thé mariage indien, sachet de thé mariage chinois. Et en fait tu remplis tout autour de ta page et ça fait sur l'expression sachet de thé mariage, après tu vas être super fort, tu vois. Et tu références des pages comme ça. Mais c'est beaucoup de travail. Mais ça, c'est que de l'on-site, c'est pas de l'off-site. Ouais. C'est que sur ton site, donc, et pas sur des sites externes. Ouais. Mais c'est intéressant. Un cocon sémantique. Donc, tu as ton expression cœur, on va dire, que tu déclines à fond. Qui a une page produit spécifique ou une page de commande ou une landing, en tout cas, spécifique sur le sujet. Tu vas l'entourer de plein d'autres pages qui sont indépendantes, mais qui en faisant des liens à fond. Voilà, qui lient en interne vers cette page. Il y a interne et externe, tu vois, Et du coup, on a travaillé à fond comme ça. Et où on crée aussi beaucoup de contenu visuel partout où on pouvait, tu vois, à fond on balance du contenu et en fait on a fait tout notre chiffre d'affaires à l'origine que comme ça, on gère que la demande entrante. En fait la façon dont on organise. Donne-moi 2 ou 3 de tes plus beaux clients et explique-moi comment ils sont venus. Dior, reprenons Dior. Demande entrante, ils arrivent sur le formulaire du site et ils demandent
Et en fait tu sais, c'est comme la page d'origine, toute la demande elle vient par là, quoi. Après on publie aussi beaucoup sur LinkedIn. LinkedIn, on aime bien, ça nous fait on est à l'aise on est plus à l'aise sur LinkedIn que sur Insta. Insta on commence à être un peu plus à l'aise, mais voilà. Et après on essaye de publier au max ce qu'on fait, et sur les réseaux ça marche bien parce que les gens ils voient. Et du coup on a fait tout notre chiffre d'affaires comme ça, que sur de la demande entrante. Et en fait, comme c'était que de la demande entrante, notre organisation elle s'est fait a posteriori comme ça. C'est-à-dire que tu as une demande entrante et aujourd'hui on la traite super rapidement. C'est-à-dire que tu nous fais une demande si je te dis un chiffre qu'il y en a qui testent, ça on va pas le respecter, mais en gros dans les 30 minutes on t'a répondu, tu vois, à peu près. Et ça passe dans un cercle, dans un process, tu vois, en interne avec plusieurs outils. Et on répond super vite. Et à chaque fois qu'on a un client qui fait une demande, on lui fait tout de suite une simulation pour qu'il se projette. Dans la demi-heure ? On essaye, tu vois, mais en vrai, ça prend quelques heures, une minute à notre créa de le faire. Oui. Donc, tu vois, si elle est là, c'est OK. Alors, on revient sur ces clients. C'est que de l'entrant pour l'instant, mais vous avez commencé à faire de l'achat média. Ouais. Notamment avec Silver. Enfin, Silver, vous avez avancé les fonds. C'est ce qu'on. Je vais t'expliquer comment ça marche. Mais ça a changé la donne. En fait, quand on est arrivé à la pépinière, c'était le premier jour du confinement. Donc on arrive à la pépinière, on amène nos cartons, et là c'est confinement total. Donc là on passe c'était 2 ou 3 mois le premier confinement. Mars, avril, mai, fin mai ça s'est arrêté, je crois, début juin, je sais plus. Et à ce moment-là, en fait, 80% de notre chiffre d'affaires c'était du B2B, et on perd tout, c'est-à-dire qu'on tombe à zéro. Donc c'est là où on est passé sur Shopify, on a fait Squarespace Shopify. On pourrait y revenir après. Et là, en fait, quelques semaines après, on rencontre. Donc, on passe sur Shopify, on change notre modèle, etc. On fait un site. Du coup, on s'oriente à fond sur le B2C parce que comme on n'a plus de B2B, on est bien obligé. Donc, traversée du désert, on change toute notre stack technique, tu vois, tous nos outils. Et là, on rencontre Nima de Silver. Et on lui montre le produit, il y croit tout de suite. En vrai, on répond pas trop à ses exigences de data et tout, mais comme c'est le début. Oui, parce que vous aviez encore peu d'acquisitions à ce moment-là. Et ouais. On n'en faisait pas. Ouais. On n'en faisait pas. Et on avait surtout du B2B. Et il nous dit, OK, moi j'y crois. Allez-y les gars, testez. Je vous donne un premier batch. Je sais plus c'était combien, 20 000 €, quelque chose comme ça. Et en fait, comme notre produit il était déjà prêt, qu'on maîtrisait pas mal de trucs, et on a lancé des campagnes médias et là ça nous a fait décoller, quoi. Et ce qu'il y a de génial, c'est qu'en fait, ça c'est un peu le secret dans notre métier, c'est que en B2C, notre client, notre persona type, tu vois, c'est le même qu'en B2B. Ça veut dire qu'en fait, en ciblant à bloc des campagnes B2C sur Facebook, Insta, tout ça, on touche du B2B, du B2C. Ça veut dire que si on a un ROAS qui nous permet d'être rentable sur du B2C, ça génère tout notre B2B gratos. Et en fait, aujourd'hui, Silver, il nous permet d'accélérer super vite sur le B2C. Et même si, toi, on est juste à l'équilibre en termes de renta, c'est quand même bénéfique pour nous parce que ça génère du B2B. Ce qu'on n'avait pas cherché avant parce qu'on faisait que la demande entrante. Je vais reformuler avec mes mots pour être sûr d'avoir bien compris et surtout parce que c'est surtout hyper intéressant et je pense que ça peut nous apporter pas mal. Silver, alors en toute transparence, c'est une boîte qui a une startup qui a fait de l'achat, enfin qui a sponsorisé le podcast il y a quelques mois et qui est passé aussi d'ailleurs dans un épisode avant ou après, je sais plus, mais c'est pas ça qui est important. Silver avance les fonds pour faire de l'achat média, Google Ads, Facebook ou autre, sur un principe un peu automatisé où ils se connectent à votre Shopify, à Google Analytics, ils génèrent une carte bleue avec des fonds dessus. Vous pouvez acheter de l'achat média, vous pouvez acheter du média. Et ils se rémunèrent, eux, sur les ventes que vous allez réaliser grâce à ce nouvel achat média qui permet de générer des ventes avec un décalage de X semaines, je sais plus, 9 semaines. Donc, ce que tu viens de dire et qui est hyper intéressant, c'est qu'ils vous permettent d'accélérer sur le B2C que vous ne faisiez pas encore. Et il se trouve que le persona, l'acheteur type en B2C est aussi un acheteur B2B. Donc, il vous découvre en perso et ensuite vous achète pour sa boîte. En gros, c'est exactement. Ça. C'est hyper intéressant. Ouais, c'est les mêmes personnes. Ok. C'est les mêmes personnes. Du coup, si on maîtrise le persona en B2C, et le truc, c'est qu'avec Silver, on a pu investir beaucoup plus. Tu as des montants qu'on n'aurait pas osé investir tout seul. Et ça permet de tester plein de segments, plein de choses et de mieux découvrir notre persona B2C. Et en fait, tout au départ,
nos premières campagnes avec Silver, c'était une catastrophe. Tu vois, on faisait pas de chiffres, on faisait rien, on dépensait de l'argent, on s'est dit, ouais, en fait, ça marche pas pour nous. Et en fait, la force de notre atelier, c'est la force sur toute l'histoire, c'est qu'on maîtrise tous les métiers, on internalise toute la prod, et ça veut dire qu'avec Nima, on lui a dit, ok, ça marche pas là, mais le produit, on va le changer, on va le modifier un peu, on va faire ça, on va faire ça. En fait, on a modifié le produit en même temps que faire les campagnes, et à un moment, ça a pris. Tu vois, parce que c'était le bon prix, c'était le bon format, c'était plein de choses. Mais le fait de tout maîtriser de maîtriser tous les métiers, bah, ça permet d'être beaucoup plus agile. Oui. Mais l'agilité, c'est le maître mot, je pense, dans ce que tu dis là. C'est que une campagne d'acquisition en achat média, bah, on devine pas, on fait des hypothèses, des postulats qu'on va vérifier et faire du test and learn jusqu'à trouver Alors, il y a un product market fit quand on lance un produit, il y a un campaign market fit quand on fait des campagnes. Mais c'est intéressant. Okay. Mais tu vois, avant de lancer Le Beauté, on voulait lancer une marque de streetwear. C'était un peu le truc du moment à cette époque-là. Et tu vois, heureusement qu'on n'a pas fait ça parce que d'acheter un stock de produits, je sais pas, de 1000 pantalons, et après tu te retrouves avec ton stock, bah, même si tu essayes de trouver tu vois, le bon fit sur ta campagne média, bah, ton produit, tu peux pas le changer parce que tu as acheté le stock. Nous, c'est différent. Tu vois, on produit à la commande et comme on maîtrise je reviens encore là-dessus, mais comme on sait tout modifier, bah, en fait, on peut changer du jour au lendemain de produit. Un an plus tard, donc, puisque vous avez lancé il y a à peu près un an, vous avez fait 300 KE, 300 000 euros de chiffre d'affaires. Vous avez 7 personnes avec vous ? Ouais. Dont les couturières on peut faire, c'est génial. Et sur ces 300 000 euros, quelle est la part de B2B et B2C ? On fait à peu près 50-50 aujourd'hui. Ok, alors qu'il y a un an, c'était un runway. Ouais, on faisait 80% B2B. Ouais, B2B. Ouais. Sur le B2B, donc le B2C, je l'entends bien, je comprends. J'imagine que c'est des plus petites quantités que le B2... Qu'est-ce que j'ai dit ? Le B2C, donc la grande conso, le particulier, ce sont des plus petites quantités que le B2B, donc les professionnels. Ouais. Et dans le B2B, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir un Dior qui annonce, je sais pas, un lancement de produit, mais il peut y avoir aussi, je sais pas, des hôtels, du retail. Quel type de clients vous avez ? En fait, typiquement, là, on teste plein de choses encore. Tu vois, on fait, tu vois, les classiques. Tu vois, par exemple, des goodies pour les e-commerçants pour qu'ils les mettent dans les colis. On fait des sachets de thé personnalisés pour les hôtels, tu vois. Souvent, on est dans les suites ou un sachet de thé personnalisé. C'est un truc qu'on a trouvé il y a pas longtemps, mais qui est canon. C'est quand tu donnes la note à un client, quand tu sors de l'hôtel, on donne ta facture. Et si tu mets un sachet de thé personnalisé, tu vois, tu lui offres au lieu de lui mettre des petits bonbons là que tu as vu 1000 fois et que tu prends pas parce que bref, c'est pas désirable, tu vois. Tu lui donnes un sachet de thé, donc le mec ou la femme, enfin la personne, elle va le garder. Et tu mets un QR code et qui renvoie directement sur la page de notation, genre TripAdvisor ou Google. Et ben en fait, au moment où tu lui offres le cadeau, tu l'es encore dans l'hôtel. C'est pas genre tu lui envoies un mail 2 semaines après. La personne elle flash le code et en fait, si l'hôtel il arrive à récupérer des avis clients de cette façon-là, bah pour lui le sachet c'est comme s'il était gratuit. Tu compris. Combien ça coûte ? On est sur des grosses quantités, si j'en commande 1000, ça coûte combien ? Ça coûte 1 euro en moyenne. Ça dépend des options de personnalisation. Après, tu as toute une grille. Tu peux choisir plein d'options, mais c'est 1 euro en moyenne. Ok, hyper intéressant. Je reviens sur le marketing. Non, vas-y. Ouais, sur ce que c'est le B2B. Tu vois, pour te dire qu'on teste plein de choses. Par exemple, là, c'est une ancienne stagiaire qui a trouvé ce produit, mais c'est trop malin. Elle lance une marque de vêtements pour son stage de fin d'études, tu vois. C'est pas son stage, son projet de fin d'études. Et elle me dit, tu vois, les étiquettes des vêtements, souvent les marques, elles mettent un peu le prix pour faire une étiquette un peu sympa, cartonnée, avec du relief, peu importe. Elle me dit, si on mettait un sachet de thé, du coup, l'étiquette, ça devient un cadeau. Tu sais, c'est un sachet de thé tu l'as sur LinkedIn, sur mon compte. Et du coup, tu as un sachet de thé personnalisé en guise d'étiquette avec un QR code. Et en vrai, tu vois, voilà, tout ce dont partout où tu mets des cartes, où tu peux imprimer des choses et tout, en fait, ça peut être un sachet de thé. Ouais, et si ça sert à rien, toi, ça peut devenir un cadeau. Et en fait, le marché pro, B2B, c'est ça. Toi, c'est aussi des cartes de visite infusées et plein de choses. Du cadeau client, de cadeau d'affaires. Voilà. Et on a plein d'idées. On a plein de projets qui vont venir. Le temps file, hein, c'est ouf, c'est assez difficile de t'arrêter, mais je vois que tu as plein d'idées, c'est top. J'adore le côté aussi autofinancé et indépendant, on en parlait. Je te demandais si vous aviez l'intention de lever des fonds, tu me disais
pas spécialement, mais pas non plus. Pour l'instant, vous êtes ouvert. Ouais, pour l'instant, on est grâce à Silver. D'ailleurs, ça nous permet de faire rentrer quand même pas mal de cash. Et après, on regarde quand même. Hein, on regarde tout ce qui permet de pas nous diluer pour le moment. Tu vois, les prêts type Mimosa, et après tous les réseaux. C'est quoi les prêts Mimosa? Je connais pas. Tu sais, c'est une plateforme de crowdfunding, mais sur de l'alimentaire, où tu peux faire du prêt avec remboursement ou des campagnes de crowdfunding classiques. Et après, on est aussi dans tous les réseaux, tu sais, réseaux entreprendre, initiatives, ce genre de choses, prêt d'honneur. Après, c'est assez limite, mais nous, ça nous permet de rester indépendant. Ouais. Cool. Je reviens juste sur les principaux points marketing qu'on a abordés. Un SEO hyper fort avec ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, les cocons sémantiques. Le SEO, vous l'avez travaillé dès le début et ça fait énormément d'inbound. C'est d'ailleurs comme ça que vous faisiez les tests en test and learn avant de vous lancer. Vous avez fait ensuite de l'achat média grâce à Silver en visant du B2C. Il se trouve que le persona B2C est aussi le persona B2B, donc le B2C vous apporte des clients pro. On a un peu parlé du pro en disant que tout est occasion à offrir un sachet de thé personnalisé. Ouais. Et puis un truc qu'on n'a pas dit, mais par définition, vous avez dans la nature 500 000 sachets de thé personnalisés avec écrit le beauté dessus, qui sont par eux-mêmes un élément de marketing. Ouais, jamais on fait de la marque blanche. C'est-à-dire que ça, c'est la force de notre modèle, c'est aussi la viralité. Bah oui. C'est-à-dire que tu invites 200 personnes à ton mariage, tu mets 200 sachets de thé, il y a 200 personnes qui découvrent le beauté. Et tu vois, il y a des pros qui nous disaient, ouais, j'aimerais bien enlever le beauté sur le sachet. On a toujours refusé. Et en vrai, ça se justifie aussi parce que quand tu offres du thé à quelqu'un, tu sais, c'est pas un stylo où tu peux enlever la marque parce que tu t'en fous en fait. Oui, t'as un peu envie de savoir d'où ça vient, et puis il y a des indications aussi de consommation. Je sais pas, il y a des. Et en fait, c'est la légitimité, la réassurance. Grave. Et en fait, aujourd'hui, c'est super important que nous on soit dans les épiceries fines, qu'on soit dans les beaux magasins, qu'on soit dans des endroits où le goût c'est important. Et ça nous donne la légitimité en fait de vendre un produit qui soit aussi beau que bon, parce qu'il faut quand même qu'il soit bon, parce que c'est du thé, tu vois. Et il faut pas qu'on tombe dans ce syndrome dans ce truc de l'objet publicitaire. Tu sais, c'est un peu comme quand tu personnalises des M&M's. Tu personnalises des dragées ou des M&M's, c'est différent. Les M&M's, ça existe, c'est un truc que tu connais, t'as un certain affect, une certaine confiance. Bah, nous, c'est la même chose. Tu personnalises des sachets de thé Le Beauté, mais c'est pas juste des sachets de thé. Ça coûte un temps, une énergie incroyable de créer une marque. Évidemment, je comprends, il faut la préserver, la mettre en avant et lui rajouter de la valeur. Et ne pas bosser en marque blanche est une manière de faire cela, quoi. Ouais. Mais bon, faut avoir en fait, c'est vrai que le courage déjà de le faire, de dire non à du business. Ouais, c'est vrai. Mais il faut aussi c'est-à-dire que c'est deux segments très différents. C'est-à-dire qu'il faut qu'on pousse la marque, parce que tu sais, c'est des investissements. Il faut qu'on ait un packaging standard, des gammes standards, qu'on soit sur des marketplaces. Enfin, tu vois, faut que le produit soit répandu, parce que faut que tu puisses le croiser en magasin. Tu vas dans un concept store, dans un truc, tu le vois, tu dis la marque Le Beauté elle existe, et après tu vois que tu peux personnaliser les sachets de thé. Super, j'aimerais conclure avec les outils que vous utilisez. Donc tu m'as dit que vous avez tout fait. WordPress, PrestaShop, Weebly, pardon, Squarespace et puis aujourd'hui Shopify. Ouais. Shopify d'ailleurs que vous avez lancé lors du premier confinement, c'est ça. Donc vous arrivez dans votre incubateur, on vous dit, personne vous le dit, mais le confinement commence. Chez toi, quoi. Et là, vous décidez de passer de Squarespace à Shopify. Et pourquoi ? Parce que tu vois, sur la personnalisation, en fait, j'avais une grosse frustration avec Squarespace, c'est-à-dire que on pouvait tout faire tout seul, ça c'était génial, mais il y a personne qui développe des modules pour Squarespace. C'est-à-dire, genre, tu veux bosser avec une agence, un truc, un prestat, il n'y a pas le module. Et ça, c'était super. Et tu vois, les gens nous disaient, ouais, Shopify, ça coûte super cher, mais nous, on disait, mais nous, on est prêt à payer, tu vois. Si les gens, ils nous apportent des solutions, on serait content de payer pour avoir ces solutions. Et en fait, le fait d'être sur Shopify, clairement, pour moi, c'est les meilleurs. Et sur du no-code, et le fait de passer sur Shopify, ça nous a donné accès déjà à la force de Shopify, mais aussi à tous les prestats. Et moi, tellement je kiffe Shopify, des fois je scroll, tu vois, le truc d'app Shopify et je teste des trucs. Je prends des apps, des prestats. Tu vois, j'adore ça, quoi. Je peux modeler mon site vraiment comme je veux. Je suis vraiment ultra autonome. Et il y a tous les meilleurs prestats qui sont là. C'est-à-dire que si tu es prêt à payer, t'as les meilleurs prestats. Et ça change tout. Et typiquement, qu'est-ce que tu as en tête ? C'est quoi les outils que vous utilisez dont tu ne peux pas te passer ? Par exemple, par exemple Klaviyo.
pour tout ce qui est mail. C'est dingue, toi, genre, je ne maîtrise pas encore super bien, mais les flows, c'est trop bien. L'A/B testing que tu peux faire sur ton mailing, toi, je trouve ça dingue. Ça se trouve, il y en a plein d'autres qui le font, mais moi, je le découvre avec Klaviyo. C'est cher Klaviyo, non? Vous aviez quoi avant? On n'avait rien. Ouais, Okay. t'as le truc interne à Squarespace. Ouais, ok. Après, on utilise quelque chose pour les mails, tu sais, pour le. Attends, je vais te dire. Pour le tracking, pour le suivi? Ouais, pour ça s'appelle Aftership. Ça, c'est Ok. trop cool. C'est-à-dire qu'on a fait. En fait, si jamais tu passes commande chez nous, tu vas voir les mails qu'on t'envoie pour tout le suivi de ta commande à chaque étape. Nos mails, ils sont vraiment trop cool et carrément, il y a des gens qui nous disent. Genre, je me suis trop marré quand j'ai vu votre mail. Et tu vois, du coup, l'expérience quand t'attends ton colis, elle est trop bonne. Et ça, c'est par Aftership. Et une autre boîte française qui fait. FTERSHIP, comme un shipping, Aftership, ouais. Ça, c'est trop cool. Klaviyo, on en a déjà parlé souvent sur le panier. Hein, KLAVYO de mémoire. Ouais. Après, t'as notre logisticien qui est plugué du coup directement sur le Shopify. Pardon, c'est IYO, je sais qu'il y a un I, mais je ne sais plus où. Ouais. Logisticien, on bosse avec Simple, qui est une super boîte, mais qui sont pas loin de chez nous. Je crois que c'est la boîte aussi de Asphalt, on en parlait tout à l'heure. Simple, Boxtal. Boxtal, c'est trop cool aussi, vraiment quand tu commences, quand t'as pas beaucoup de volume. Et maintenant, on l'utilise un peu pour le B2B, mais tu vois, par exemple, ça, c'est plein de trucs qui n'existaient pas sur Squarespace. Et après, toi, j'ai une page d'app qui sont actives aujourd'hui, et on en utilise. Marcelin l'a fait défiler, il y en a beaucoup. Top. Est-ce que tu as... ça fait déjà 1h10, hein, c'est formidable. J'adore ces entretiens. Est-ce que tu as un enseignement que tu veux nous partager? Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes pris les pieds dans le tapis depuis le lancement officiel, donc depuis que vous avez quitté votre job et lancé la boîte, donc depuis mars dernier, février dernier? Ouais, des tonnes de fois. Des tonnes de fois. Mais je me rends compte que, tu vois, aujourd'hui, c'est cool, on grossit, mais notre vrai sujet, c'est... en fait, la force de notre atelier, c'est qu'on internalise tous les métiers. Donc, on sait tout faire et on peut lancer les produits. Mais la faiblesse de ça, c'est que comme on internalise tout, on a des équipes très différentes. C'est-à-dire qu'il y a une partie, c'est presque de l'usine. Une autre partie, c'est pure créa, etc. Et en fait, gérer des équipes très différentes sur des métiers très différents au même endroit, ça devient un peu complexe. Et tu vois, cette force-là, ça devient une faiblesse. Et tu vois, là, on est en train d'essayer de structurer. Mais c'est pas facile parce que c'est pas du tout les mêmes équipes, en fait. Ok, je comprends. Ouais, et ça, c'est un enseignement qu'on a maintenant, qu'on découvre. Tu regrettes pas de tout internaliser? Ah non, clairement, sinon on serait pas là. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vois, genre, pour passer des steps supplémentaires, va falloir qu'on... Par exemple, tout internaliser, si tu veux, par exemple, les machines à coudre, quand t'es 7 heures par jour, t'as des machines à coudre qui tournent en permanence. En vrai, tu vois, moi, je commence à plus en pouvoir. Parce que c'est énormément de bruit. Tu sais, c'est des bruits stridents. Et quand on va avoir 15 machines à coudre, ça va pas être possible. Même pour les équipes. Tu vois, si tu es en train de rédiger une newsletter ou je sais pas, quelque chose où tu as besoin d'un peu de concentration. Voilà, tu vois, genre, ça, c'est un peu et l'espace aussi. L'espace, quand tu fais du produit, t'y penses pas. Je sais plus c'était quoi ta question, je pars sur des... Non, tes enseignements, tes pieds dans le tapis éventuellement, et ou les tu vois, conseils. quand tu lances une boîte en région parisienne ou à Paris, et que tu fais du produit, au départ, tu te dis, l'espace, ça va pas être... On s'arrangera. Et en vrai, tu t'arranges pas. Et l'espace, c'est un vrai sujet, parce que quand tu fais du produit comme nous, si tu veux faire des économies d'échelle, aller chercher plus de marge, tu es obligé de stocker plus. Et surtout sur notre marché, si t'as pas de stock, tu vends pas. Si Coca nous demande demain 20 000 sachets, c'est pas pour dans 2 ans. Il faut qu'on ait le stock. Tu vois, nous, on a un métier, on a besoin d'avoir le stock de matières premières et on produit. Et en fait, le fait de pas avoir d'espace, donc là, aujourd'hui, on exploite à peu près 100 mètres carrés sur 2 ateliers avec un entrepôt. Vraiment, on fait le forcing dans la pépinière pour grappiller un peu partout. Mais du coup, ça bloque nos marges. Je comprends. Et ça, c'est un truc auquel tu penses pas parce que tu te dis que tu vas t'arranger, mais en fait, tu t'arranges pas. Et tu vois, ceux qui sont en province là-dessus, c'est trop cool parce que t'as des vraies surfaces. Alors, c'est toujours ce sujet qu'on a abordé un peu plus tôt dans ce podcast. Hein, c'est le do things that don't scale. Il faut quand même lever la tête un peu pour se dire où est-ce que ça va frictionner, où est-ce qu'il va y avoir de la friction et
parce que c'était pratique et efficace de prendre un incubateur, en l'occurrence pas loin de chez toi. Tes raisons étaient bonnes. Ouais. Il y avait la force de travail, enfin il y avait plein de choses. Aujourd'hui, ça devient un frein. Après, on a beaucoup de clients qui sont à Paris. Ouais. Des agences de pub, des agences de com, les marques de cosmétiques, les marques de luxe, et de pouvoir les livrer dans la journée, ça apporte. Et en vrai, on pourrait pas être Haute Parc à Paris. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Hier, il y a quelqu'un dans un atelier à côté qui reçoit 2 personnes de VP, la responsable de la division luxe et il m'appelle, il me dit écoute Marcelin, là j'ai 2 personnes de VP, si tu es capable de personnaliser des sachets de thé en 5 minutes, tu passes dans le couloir et tu leur remets et on sait pas, tu vois. Et du coup je le fais et j'arrête tout l'atelier, je dis ok maintenant on fait une prod juste pour ces personnes-là, faut que ça soit prêt dans 5 minutes. Toi, j'arrête tout le monde, on fait les sachets, je me pointe dans le couloir, je croise les personnes et bim je leur présente le truc. T'as pu faire en 5 minutes? Ouais. Et ce qu'il y a de ouf, ouais, ça c'est des genres d'opportunités qui sont à Paris parce que ces boîtes-là elles sont à Paris. Bien sûr. C'est-à-dire que si tu vois genre j'ai fait mes études à La Rochelle, à La Rochelle t'as qui? T'as Alstom, Léa Nature et en fait tu te restreins à ça et tu vois nos clients ils sont là et si on n'est pas là, ce genre d'opportunités on les a pas. Je comprends. Je m'étais noté d'autres sujets, mais je crois qu'on se les gardera pour l'année prochaine. Qu'est-ce que je te souhaite si on se fait un catch-up l'année prochaine, mais j'imagine. Qu'est-ce que je te souhaite? Qu'est-ce que tu m'annonces dans un an? Ça, des nouveaux produits super délirants, des choses auxquelles tu penses pas. Et je pense que tu vois, genre on a des vrais sujets et de surprendre et de continuer à développer l'univers. Moi, je vois à terme, tu vois, un univers. Aujourd'hui, on fait des sachets de thé, mais on fait aussi des sachets de graines à semer. Pour sauver les papillons, sauver les abeilles, etc. Mais demain, on a plein d'autres idées à partir du moment où ça reste dans le végétal, dans le bio, dans notre univers. Et on peut aller sur plein de segments différents. Eh bien, on en reparle dans un an, dans un catch-up du panier avec toi, Marcelin. Merci infiniment pour ton temps. J'aime bien ces histoires. Vous entendez souvent sur le panier, vous entendez parfois, comment passer de 0 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On entend aussi parfois des histoires comme la tienne que je trouve hyper inspirantes parce que c'est une belle réussite, que vous êtes sur une belle pente de croissance et que vous êtes autofinancé et que c'est parti d'un side project. Ouais. Et ça, c'est plutôt cool. Trop cool. Merci pour ton invitation, Laurent. Je suis très honoré. Écoute, je t'en prie. Sur le même sujet, Cyril Valta, ou Valta, qui va m'en vouloir, qui est l'un des cofondateurs de Cube. C'était un bel épisode, l'épisode 76. Il y a aussi Com de Florette, qui était un épisode dont on m'a dit beaucoup de bien ces derniers temps. Pareil, ça s'est fait dans les 2-3 derniers mois, que je vous recommande. T'as pas reçu aussi une personne de la fabrique à sachets? Ça ne me dit rien. Ah mince. Je dis une bêtise. Écoute, si tu les connais et que l'histoire est intéressante. Ouais, ça ressemble un peu à ce qu'on fait. Non, mais il y avait aussi Nathalie Mallet, qui est la fondatrice de Lily & Co, qui fait des bijoux fantasy inspirés des îles et qui vit un peu comme Juliette de la cuillère de Juliette, les cuillères de Juliette, qui fait ses prods, qui voyage beaucoup pour les faire en Asie et qui est à son compte, qui est libre. En fait, c'est ça, c'est la liberté de l'entrepreneur. C'est bien de le rappeler de temps en temps. Marcelin, merci infiniment. Merci Laurent. Chers auditeurs, dernier épisode de juillet. Aujourd'hui, on est le 30. Normalement, si la programmation est bonne, je vous souhaite de très belles vacances si vous en prenez. Quelques beaux épisodes en rediff à venir dans les semaines qui viennent si vous les avez ratés. Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances. Reposez-vous bien pour attaquer la rentrée sur les chapeaux de roue. À bientôt. Salut Marcelin. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.